Coucouille et bienvenue sur Studio Pardon, le podcast de Studio Pardon. Ici, on va aborder plein de thèmes sur la communauté LGBTQIA+. Et avec toutes ces différentes histoires, j'espère donner un peu d'espoir en ces temps sombres. Courage. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est vivre de son art quand on est LGBTQIA+. Aujourd'hui, nous recevons Ila Gianotti. Coucou. Est-ce que tu veux bien te présenter, Ila, pour nos auditeurs? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis producteur, d'événements et j'organise, des soirées pour, le collectif, qui s'appelle Sœurs Malsaines. Donc, c'est des soirées, techno, et c'est un collectif queer et féministe qui existe depuis 13 ans maintenant, que j'ai cofondé avec, des amis et je suis maintenant, à temps plein dessus, sur la production de ces événements-là. Donc 13 ans, ça veut dire que t'as quel âge? J'ai 32 ans. Ah oui, donc t'étais un bébé, quoi, 19 ans. On a commencé très tôt, oui. Alors, je voulais savoir, dans le spectre LGBTQIA+, tu te définis comment? Alors, je me suis défini quasi depuis ma naissance, enfin depuis le moment où j'ai conscientisé mon orientation sexuelle ou même ma sexualité tout court, je me suis toujours défini comme une personne homosexuelle et depuis quelques années, j'ai un peu, réalisé, on va dire, une sorte de fluidité dans mon identité de genre, donc je me définirais aujourd'hui comme une personne non binaire depuis quelque temps. Être non-binaire, ça veut dire que tu te sens aussi bien homme que femme ou c'est ni l'un ni l'autre? Bah, je pense qu'il y a plein de non-binarités différentes, mais dans mon cas, en tout cas, c'est je me sens plutôt ni l'un ni l'autre. Oui, c'est qu'en fait, tout ce qui est genre et qui a été créé par la société. Je me rends compte que, j'ai jamais vraiment correspondu à ces normes-là, que j'ai essayé de m'y conformer à partir de l'adolescence et où du coup, là, je me suis mis à performer le genre qu'on m'avait assigné à la naissance, donc le genre homme par facilité, je pense, et pour essayer de me protéger, des aléas de la société, on va dire. Mais du coup, j'ai réalisé qu'en fait, j'ai toujours fait ça uniquement pour me conformer, non pas parce qu'en fait, c'était, des normes qui me correspondaient. Alors, comment t'es venue l'idée et l'envie de devenir DJ et producteur de soirée? Déjà, j'ai toujours aimé faire la fête, ça pour le coup, il y a jamais trop eu de doute et en fait, je suis tombé dessus un peu par hasard parce que mes 2 meilleurs amis, qui ont fondé le collectif, que je suivais un peu partout parce que, bah, on était potes depuis déjà presque une dizaine d'années, ont eu l'idée par leurs études de créer un événement. J'ai suivi très, très vite. Dans le même temps, j'ai trouvé un stage un peu par hasard chez Vice France en tant que, chargé d'événementiel. Et ensuite, j'ai continué à bosser, là-dedans en tant que chef de projet, donc d'abord en stage et puis, dans des agences et en même temps, en parallèle avec, l'asso, Sœurs Malsaines. Alors, moi, je voulais te demander, en tant que DJ, quel est ton style musical? Moi, mon style, j'aime l'appeler, de la beachcore. What is beachcore? En gros, ça va consister principalement en de la techno assez rapide, fast techno ou acid techno, mélangée avec des samples, de tracks, pop et R&B des années 90-2000. Ça donne ça. I choo 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 cause they hope I I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. Oh my god, j'adore. Alors, au niveau de tes influences, quel est ton ou ta DJ préférée? Waouh, c'est pas évident, hein. Tu peux dire toi-même. Je suis pas sûr d'avoir un ou une DJ préférée parce que je trouve que ça dépend quand même beaucoup des expériences et des moments. Le travail de DJ, est vraiment pour moi lié à l'instant et au contexte. Pour toi, être DJ, c'est être à la rencontre des gens et pas forcément être dans ta chambre et de faire des C'est ça, ouais. Du coup, je vais plutôt avoir des producteurs ou productrices préférés, donc des gens qui vraiment produisent de la musique. Mais du coup, moi, j'ai un rapport un peu plus avec des producteurs et productrices de musique. Mais du coup, c'est des musiques que moi, je joue très peu en tant qu'artiste. J'écoute énormément de minimal ou de mental ou d'expérimental. Rival Console ou Kiasmos en club. On va dire que c'est pas très très fun. vaut mieux de la beachcore, là. Voilà, exactement.
La plupart de tes potes et amis, ils font partie aussi du monde, de la nuit? Non, pas la plupart. J'ai des groupes d'amis, en fait, de lycée et ensuite que j'ai gardés et qui n'ont absolument rien à voir avec ce monde-là. Heureux de les avoir et de les avoir gardés, ces amis, et je trouve ça hyper important en termes d'équilibre. Ça me permet aussi de pas complètement plonger dans un milieu qui vit quand même un peu en autarcie. Et j'imagine qu'il y a des produits psychoactifs? Ouais, la tentation de la consommation peut être assez grande. Mais du coup, quand tu es DJ, tu es obligé de moins consommer parce que si tu es en train de faire un set, tu peux pas être, défoncé. Moi, j'ai moins ce problème-là, parce que du coup, bon, bah, ça arrive 1-2 fois, par mois. Je consomme pas quand je mixe parce que, Oui, je me disais faire un mix, sous Keita, ça doit être un peu compliqué. en plus, il y a vraiment des produits qui empêchent plus ou moins de le faire quand même. C'est vrai que la kétamine, je pense que c'est impossible, hein. Alors, quand tu es DJ, bon, tu me dis que tu le fais 2 fois par mois. Est-ce que tu as ton équipement ou quand tu le fais quelque part, il y a déjà tout l'équipement? Et combien ça coûte? Déjà, l'équipement que toi, tu dois avoir en tant qu'artiste quand tu te déplaces et quand tu es invité, c'est ton casque et ta clé USB. C'est le minimum. Enfin, si tu mixes sur clé USB, si c'est sur vinyle, il faut t'aligner. Je conseille au moins 2 clés USB. Si tu veux t'entraîner et avoir du coup un matériel de DJ, il y a soit des contrôleurs qui peuvent commencer à vraiment pas très cher, autour de 150-200 €, mais alors ça va vraiment pas être des trucs de qualité. Et puis après, ça peut monter très vite à 1000-2000 € pour des contrôleurs. Soit des platines, celles qui sont actuellement en club, elles valent entre 2 et 3000 € pièce. Il en faut au moins 2, plus une table de mixage qui vaut à peu près le même prix. Un setup à 8000 €, je pense, si tu veux un truc comme ce qu'il y a en club. Tu peux avoir des choses un peu moins chères et t'en sortir pour 2000 €, mais bon, sachant qu'après, il faut quand même les enceintes en plus. Donc du coup, c'est quand même un investissement, si tu veux pouvoir t'entraîner. Après, si tu veux juste pouvoir mixer et que tu as un endroit où t'entraîner, tu peux trouver des platines chez des potes, quoi. Là, tu as juste besoin d'une clé USB. Est-ce que tu as vu cette nouvelle application, d'intelligence artificielle qui s'appelle Suno? Tu tapes une phrase avec le genre musical que tu veux. Par exemple, si je tape Studio Parlons en mode techno, ça donne ça. Machine parlait murmure, plein de rêves dans un murmure. La nuit crie, on écoute, bouge tes pieds ou fais une chute. Studio parlant en écho, le son vibre jusqu'à l'os. Chaque vibration nous change, un autre monde, une autre tranche. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de ce genre d'appli sur le monde de la musique et aussi sur le monde, des DJ? Sur les questions d'intelligence artificielle, il y a déjà un souci, sur, la source du contenu et le pillage du contenu des artistes par les intelligences artificielles pour reproduire des choses. Donc moi, c'est ça qui me dérange principalement, et aussi le fait que ça va être des algorithmes qui sont possédés par des entreprises, des grosses entreprises capitalistes, pour la plupart américaines, et où en fait on retrouve encore le même problème, une sorte de conglomérat de quelques entreprises qui vont posséder un peu tout le savoir, toute la technique. Moi, ça, je trouve que c'est le problème. Après, je trouve que le principe même de l'intelligence artificielle, si elle valorisait le travail qu'elle exploitait, et si elle était par exemple possédée par l'ensemble du peuple, parce que je suis un peu communiste, je verrais pas trop de soucis, et je trouve que c'est même un outil qui peut être génial parce que ça peut potentiellement permettre à tout le monde d'exprimer un peu de créativité. À chaque fois qu'il y a eu ces nouveaux types d'outils, on a eu le même problème avec les ordinateurs, c'était les mêmes questionnements en vrai. Est-ce que ça va pas détruire du travail, de la créativité, etc. Mais en fait, moi, je vois ça plus comme des outils qu'on va utiliser que comme quelque chose qui va nous remplacer, quoi. Alors, au niveau de tes expériences et performances, est-ce que tu arrives à vivre de ta passion? Alors oui, j'arrive à vivre de ma passion parce que ma passion, c'est pas le mix. Donc du coup, comme c'est la production d'événements, j'arrive à en vivre. Bon, avant, j'étais chef de projet en agence, donc j'étais juste employé. Mais là, depuis, ça va bientôt faire 5 ans que je travaille sur le projet sur ma scène à temps plein. Et du coup, c'est quand même un peu, en partie mon bébé, et du coup, je vis quand même de ma passion et d'un projet, pour lequel je travaille depuis le début et en lequel je crois. C'est pas toujours évident, je suis pas très bien payé, mais j'arrive quand même à en vivre, et rien que ça, déjà, je trouve que c'est une victoire. Tu es en CDI, c'est ça? Non, je suis intermittent, mais Tu fais tes 507 heures et du coup, tu as en plus un complément de revenu, grâce à ça? c'est ça. L'asso me fait des cachets pour le travail que je fais. Bon, j'ai quand même une part de travail, bénévole, hein, je donne plus de temps que je suis payé, et après je fais des cachets aussi à l'extérieur, quand je suis invité, à mixer ailleurs, et du coup, bon, bah, là, tout ça, ça me fait, mes cachets pour l'année. J'aimerais bien être comme toi et arriver à vivre de ce podcast. Auditeur, si tu m'entends.
Alors, tu fais partie d'un collectif, ça veut dire que vous vivez tous ensemble ou chacun a sa vie, en dehors du collectif? Non, chacun a sa vie en dehors du collectif. En plus, on est vraiment très nombreux et nombreuses, entre 50 et 60 en France au total. Tout le monde est employé? Non, 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 pas du tout. Que j'allais dire, elle brasse combien? Non, non, pas du tout. Actuellement, on est 2 à travailler à quasi temps plein sur l'asso. Il y a une personne qui est en charge de la com et après on a une dizaine de performeurs et une vingtaine de DJ, donc ils sont payés à la date et après ça va être des bénévoles. Est-ce que tu fais des performances de DJ solo hors du collectif ou pas du tout? Ou est-ce que tu organises aussi des soirées hors scène malsaine? Ça m'arrive un peu de mixer en dehors du collectif. Bon, la plupart de mes dates, c'est quand même par le collectif. Je pense que si j'en ai en dehors, c'est aussi grâce à ce collectif-là. Mmh. Donc je suis très reconnaissant, mais pas très souvent. Mais si, là, par exemple, je vais à Lyon dans 2 semaines, et je suis invité juste en tant qu'artiste et pas, c'est pas lié au collectif. Est-ce que tu mixes principalement à Paris ou est-ce que tu visites aussi d'autres villes, pas forcément en France, mais aussi à l'étranger? Alors j'ai déjà mixé à Berlin, mais c'était pas ouf. Il y avait pas grand monde et sinon, je crois que c'est tout en dehors de France et après, je bouge pas mal, j'étais à Strasbourg le mois dernier. Dans 2 semaines à Lyon, c'est la première fois que je change de ville. Je pars seul pour mixer, seul, enfin, pas en lien avec le collectif et alors que d'habitude, soit j'y vais, pour rejoindre des potes ou des choses comme ça, ou j'y vais avec le collectif. Là, c'est la première fois que je pars vraiment seul, pour une journée en mode, artiste. Ils te payent le logement? Ouais. Tu vas vraiment en mode star. J'adore. Alors, tu m'as dit que tu vivais en coloc dans une maison. Vous êtes combien? Et est-ce que c'est les gens du collectif ou ça fait partie de tes amis qui sont en dehors, justement du collectif? C'est avec les gens du collectif, on vit à 4. Il y a 2 performeurs et une DJ avec moi et avant on était à 8 en fait. On a déménagé il y a quelque temps, il y a, 3-4 mois. 8 c'est beaucoup. Il y avait combien de salles de bain et de toilettes? Il y en avait une. Ah! Et là, dans cette nouvelle Il y en maison, a 2 maintenant. Ah non mais main là c'est le luxe, hein. level up. Alors, pour toi, au sein de ton collectif, qui est du coup ton travail, comment se déroule ta journée type? J'ai pas vraiment de journée type. Je vais avoir plutôt une semaine type plus qu'une journée type et du coup, ma semaine type, ça va être, je travaille en gros du mardi au jeudi ou vendredi. En fait, on n'a pas non plus une masse de travail, incroyable parce qu'on peut pas, multiplier les événements dans tous les sens. On veut pas non plus les faire beaucoup plus gros. Donc en fait, on a un peu atteint une sorte de vitesse de croisière, je trouve, depuis 2 ans et où du coup, les événements roulent de mieux en mieux, sont de mieux en mieux organisés. Donc moi, je travaille, je dirais 6-7 heures par jour, du mardi au vendredi. Après, il y a, un événement sur le week-end, quasi tous les week-ends. On en fait un par mois à Paris, mais après, du coup, il y a dans les autres villes. On fait à peu près 50 événements par an. Alors, est-ce que tu es signé dans un label? On a créé notre propre label. Donc là, on a sorti, il est sorti le 14 février. Notre dernier Various Artist avec 4 tracks dessus. Ma première sur ce label-là. On peut l'écouter sur, Sur toutes les plateformes et même Spotify. OK. Ça donne ça. I'm a free bitch. 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 I'm a beast. I'm a boss. I'm a free bitch. Quels sont tes futurs projets? On est en train de réfléchir à un projet avec des amis, de collectif afro-descendants autour de la techno. C'est encore un petit peu flou. Là, en fait, l'idée, c'est d'essayer de se réapproprier, le côté noir de la techno parce qu'en fait, la techno, ça a été créé par, des personnes noires, des personnes queer aux États-Unis, il y a 40-50 ans et notamment en Europe. Ce milieu-là s'est vu, réapproprié par, beaucoup de personnes blanches et la plupart des artistes, sont blancs actuellement, sauf certains américains qui étaient là, en fait, au début, quoi. Ils ont quel âge maintenant? Ah, je sais pas, 60-65 ans? Ah putain, donc c'est des papys qui Ouais, mixent? J'adore! il est pas stylé, hein. Oh, C'est pas comme mon papy, hein. alors qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de devenir DJ ou qui a envie de créer son collectif, comme toi? D'être patient ou patiente, je pense, parce que c'est des choses qui se font vraiment sur le long cours
Parfois, il y a des carrières qui explosent très vite et c'est super et bravo pour ces personnes-là, mais ça arrive quand même rarement et il faut pas être trop pressé. Donc déjà, il faut s'assurer un revenu à côté, quoi qu'il arrive et tout quitter du jour au lendemain, pour moi, c'est un peu l'assurance, de se retrouver le bec dans l'eau et de pas pouvoir continuer justement et donc je pense qu'il faut y aller un peu progressivement. Quand on a lancé le collectif, pendant des années, personne n'a travaillé à temps plein dessus. Une fois qu'on sentait vraiment les prémices de quelque chose, là, j'ai mes potes qui se sont mis à temps plein dessus. C'était effectivement une prise de risque. C'est un travail passion qui demande du temps et beaucoup d'énergie, beaucoup d'entraînement pour être DJ et puis beaucoup d'événements pour être, orga et en tout cas en vivant. Au début, faut savoir qu'il y aura pas d'argent à se faire et qu'on va souvent galérer et qu'il faudra attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de pouvoir vraiment commencer à creuser quelque chose, quoi. Donc en fait, faut se dire, les premiers temps, je vais pas gagner de l'argent et faut pas s'énerver sur ça. Voilà, c'est ça et tout l'argent que de toute manière serait potentiellement gagné, bah, il devra être réinvesti. Si on organise des événements, au début, bah, on gagne 100 € par-ci, 200 € par-là, mais bon, il faut les garder pour les prochains. Pareil en tant que DJ, au début, bah, il faut s'acheter un casque, il faut avoir du matériel pour s'entraîner, donc ça, il faut acheter aussi des tracks. Faut pas être comme l'intelligence artificielle, tu pourrais piller, OK. Quel est ton rêve le plus fou dans ta carrière? Waouh! J'aimerais pouvoir, créer un lieu de vie, de création, de fête, mais ça vraiment, c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup faire. À Paris ou ailleurs? Bah, à Paris, je pense que c'est mort, sauf si j'ai 1 ou 2 millions qui tombent, par hasard. Mais moi, je pense que j'irais même en dehors même de l'urbain et de la ville. Tu vois? Ça pourrait être des lieux de week-end ou Lovech-sur-Malsen? avec des artistes qui restent en résidence et puis des gens qui viennent le week-end pour, faire la fête. Ça, c'est le genre de truc qui me plairait bien. Au niveau de ta vie sentimentale, est-ce qu'on peut être en couple quand on vit dans le monde de la nuit? Moi, je triche un peu parce que mon mec est DJ. Voilà. Donc lui, il est DJ à plein temps. C'est son boulot principal et il organise des événements à côté. Et moi, du coup, c'est un peu l'inverse. J'organise plus que je ne mixe et je mixe un peu à côté, quoi. Mais donc, on est plutôt raccord sur les horaires. On a du mal à se croiser les week-ends. En fait, on se retrouve généralement le dimanche ou le lundi. Et ensuite, là, on se met à travailler milieu de semaine, quoi. On va passer maintenant au jeu. Le premier jeu, c'est Je n'ai jamais. Ok, Le Je n'ai jamais, et si tu as déjà, tu prends un bonbon. ok. Je n'ai jamais menti pendant un podcast. J'ai déjà consommé en mixant, en fait. T'as vu, ils sont trop bons. Je les ai reçus hier, c'est ma Madeleine de Proust de quand j'étais petit. Et sur Amazon, je les ai trouvés. J'étais en mode ah 25 € de grosses boîtes que t'as chez l'épicier. 25 € quand même, hein. Bah ouais, mais tu sais, chez l'épicier, c'est 1 € un. 1 € le bonbon. Ouais, c'est vraiment l'inflation, hein. Macron d'émission. Je n'ai jamais consommé de drogue pendant une journée de travail. Ça compte la weed? C'est psychoactif, donc je dirais que oui. Ah mince. Mais aussi, c'est bien évidemment de la weed. Wink. Ah putain, c'est horrible de s'entendre en train de bouffer. Comment ça s'appelle la phobie du bruit? Misophone. Attends, ASMR. Alors, ah putain, faut le finir. C'est plus simple un chat, hein, en vrai. Je n'ai jamais volé dans la caisse. Ah non, j'ai jamais volé dans la caisse. Non, j'ai déjà volé au supermarché, mais j'ai jamais piqué dans la caisse. Ouais, bah toi, en plus, c'est ton... Oui. Comme c'est ton collectif, tu vas pas t'auto-voler. C'est toi. Moi, j'étais vendeur chez The Couples et je détestais, enfin, ils me détestaient aussi, la hiérarchie. Et du coup, un jour, j'ai pas encaissé les clients. Ils m'ont payé en cash. Du coup, j'ai gardé les cash. J'ai pas fait le ticket. Quand j'étais en agence, après m'être fait licencier, il m'avait viré 2 000 € en trop que j'ai jamais rendu. Bah, en même Dans temps... mon délai d'huissier, mais je fais comme si j'existais pas. Ah, ils s'en sont rendus compte après. Ah, putain. Numéro masqué. Tut, 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 tut. Maintenant, on va passer au jeu Qui a dit? Qui a dit mon mec à moi, il me parle d'aventure? Patricia Cass! Mais j'étais fan! Mais tu sais qu'à 7 ans, je pleurais devant la télé quand elle passait. Je me rappelle des nuits où j'ai attendu jusqu'à 23h30 à 7 ans qu'elle reste sur une émission de TF1. J'étais en pleurs, j'étais un fan absolu de Patricia Cass. Gay. Est-ce que t'as vu qu'elle est jurée The Voice? Oui, on me dit ça, et je regardais juste pour elle. Qui a dit I wanna take a ride on your disco stick? Bah, c'est Lady Gaga. Qui a dit viens goûter mon yaourt aux fruits? Je sais pas. Lisa Monet. Ah, mais oui, bien sûr. Old school mais iconique. Qui a dit From Paris to Berlin? In every disco I get in. Je veux pas la ref. Ah putain, c'est un vieux truc techno des années 90. C'est quoi? Je sais plus le nom. Ah, je suis mort.
Alors, est-ce que tu peux me dire quelle est ta plus grosse honte? Ma plus grosse honte, c'est une honte d'enfance. Oh là là, c'est vraiment la honte. En gros, je faisais du judo et en plus, j'avais pas beaucoup de copains. C'est mon père qui m'obligeait à faire ça, parce qu'il fallait que, je sois viril, et que, je sache me battre. Putain, moi aussi, mes parents, ils m'ont forcé à faire du judo. J'en ai fait 7 ans. T'as rien retenu? Ah non, Pareil. une fois, un cours, tout le monde était aligné contre un mur et puis il y avait une personne, qui passait devant tout le monde et qui faisait des roulades, sur toute la longueur du dojo. Chacun notre tour. Quand vient mon tour, j'avais grave, envie de péter. Et je suis au bout de la ligne et là, je dois commencer ma roulade. Mais du coup, bon, bah, j'ai pas le choix, faut que j'y aille, quoi. Je me mets à rouler et à chaque roulade, je pète un petit peu. Désolé. Comme ça, indéfiniment. C'est ultra long. C'est ultra long. Il y a un silence de mort. Personne ne parle et j'arrive au bout et là, il y a un mec qui dit: «Il a pété, non?» Mais je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Parce que moi, ma plus grosse honte m'est arrivée en 2023. J'étais en couple avec un Brésilien qui vivait au Brésil, sauf qu'il est venu plusieurs fois sur Paris pour moi. Un soir, je l'emmène dans un bar à côté de chez moi. J'habite dans le 10e. On va dans le bar, on picole. On avait rendez-vous à un resto juste à côté. On se lève, on va pour aller au resto. Là, je me suis rendu compte que j'avais envie de, parce que j'ai une très petite vessie, et je me rends compte que j'ai envie de pisser de ouf, sauf que je suis à 7 minutes de chez moi. Donc je dis: «Attends-moi à la queue du resto». J'arrive en bas de chez moi, j'appelle l'ascenseur. J'habite au 6e étage, donc entre le 4e et le 5e étage, j'ai pas pu me retenir. Je me suis pissé dessus dans l'ascenseur. Du coup, j'arrive chez moi. Tu sais, avec le pantalon et la culotte toute trempée. Et là, je jette tout dans la baignoire. Je me nettoie. Je remets un autre truc et je me suis dit: «Putain, il doit y avoir de la pisse partout dans l'ascenseur». Je suis sorti avec mes petites lingettes désinfectantes et effectivement, il y avait de la pisse dans l'ascenseur et du coup, j'ai nettoyé. Et bien sûr, Fernando n'était pas au courant. Et il a pas remarqué si tu t'étais changé? Non, parce que c'était un peu comme un hétéro, en fait. Ah bah, parfait. Le genre de mec qui ne remarque rien. Est-ce que tu veux me raconter ton coming out? Bah, alors mon coming out homosexuel à mes parents, c'est mon père qui m'a un peu forcé la main. C'est lui qui a dîné et du coup, il m'a demandé, c'était dans son village, il vit en Afrique, au Bénin, au nord du Bénin et c'était dans son village quand j'étais en vacances là-bas et il m'a demandé si j'aimais les garçons et du coup, je lui ai dit: «Oui» et il m'a répondu: «C'est un problème, tu dois en parler à ta mère» et il est parti. Donc du coup, là, j'étais en stress parce que ma mère, elle était en train de faire la sieste à côté et du coup, j'étais en train d'attendre devant la porte de sa chambre qu'elle se réveille parce que du coup, fallait que je lui dise et j'étais en méga stress. En plus, c'est marrant parce que le fait qu'il me dise: «Faut que tu en parles à ta mère», j'ai pris comme si c'était genre dans l'urgence. Enfin, je veux dire, c'était la première chose à faire. Après coup, maintenant que j'y repense, j'aurais très bien pu faire, ça, quelques jours plus tard ou Il t'a un peu mis un coup de pression, en fait. ouais, ouais, c'est ça. Mais après, bon, tu vois, je vais pas me plaindre, il m'a pas renié, il m'a pas insulté, il m'a pas frappé. Enfin, tu vois, il était juste pas d'accord et puis il est parti et puis on en a jamais reparlé. De toute manière, on n'a pas une relation suffisamment proche pour que ça ait une quelconque valeur pour moi. Après, j'en ai parlé à ma mère, elle s'est pris la tête dans les mains en disant que c'était dur d'être parent et en gros, c'est tout. Et ensuite, des années plus tard, du coup, le sujet était méga tabou, sachant que de base, le sujet de la sexualité dans la famille est ultra tabou, donc ça changeait pas grand-chose, hein. J'aurais été hétéro ou homo, on n'en aurait juste pas parlé quand il arrive. Et quelques années plus tard, j'ai présenté un mec à ma mère et ça s'est bien passé. Et ensuite, je l'ai aussi présenté à mon père. Bon, il s'avère qu'on n'est plus ensemble, c'était il y a 10 ans, ça. Mais du coup, maintenant, ça va, en vrai. Et toi, comment s'est passé ton coming out? C'est un peu l'histoire inversée de toi, parce que je me suis senti plus à l'aise de le dire à ma mère en premier. Parce que mon père, c'est un pied noir tunisien. En plus, j'étais dans une école catholique avec des bonnes sœurs. Donc, comment te dire que tu penses vraiment que tu ne pourras jamais t'assumer? Institut de l'Assomption, si tu m'écoutes. Et donc, je me dis: «Allez, je vais le raconter à ma mère». En fait, c'est parce que j'avais mon premier mec et du coup, je le dis à ma mère qui, elle, se prend la tête, dans les mains. Elle me dit: «Il faut que tu le dises à ton père». Ça, c'est fou! En miroir. J'étais un peu comme toi en mode, dans l'urgence, sauf que, bah, mon père, il était pas là, sur le moment. Après, j'avais trop peur de lui dire. Donc j'attends une semaine et là, ma mère, elle vient me voir dans la cuisine et elle me dit: «Bon, quand est-ce que tu le dis à ton père, là?» Genre coup de pression. Et là, il était dans son bureau au 1er étage. J'y vais en mode: «Coucou papa, j'ai quelque chose à te dire». Dans son bureau, tu sais, c'est vraiment genre, j'ai l'impression d'aller voir le banquier, quoi. Et donc je lui dis que j'aime les hommes et comme ma mère, il se prend la tête, entre les mains. Ça dure genre 10 secondes. Et puis il me regarde et il me dit: «Est-ce que tu es heureux?» Oui, parce que je lui ai dit que j'avais un copain et je lui dis: «Bah oui». Il me fait: «Bon, bah alors, très bien». Ah!
Mais en mode, comme les tiens après, n'en parlons plus, genre, sujet tabou. Mais, je me souviens juste que pour me justifier, j'ai dit à mon père justification horrible, mais je lui ai dit: «Papa, papa, je suis gay, mais, je suce pas et je me fais pas enculer». Je pensais vraiment que ça allait être, moins horrible en lui disant ça, mais en fait, je lui ai juste donné toutes les images, mais bon, ils ont été, au final très sympas avec moi. Genre, ils m'ont pas renié, je suis pas déshérité, jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Studio Parlons, j'ai reçu Ila, qui est DJ et qui est aussi organisateur de soirées. Il fait partie du collectif Sœurs Malsaines. Merci beaucoup Ila d'être venu dans mon podcast Studio Parlons. On se verra à une prochaine soirée. Et du coup, il y a tous les événements sur la page Insta. Oui, et sur notre site internet. Merci à toi d'avoir écouté cette histoire. Alors n'hésite pas à partager ce podcast et à faire tes retours en commentaire. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.